Voilà. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite surprise. Très bien. Alors j'avais demandé à Gérard Fauré de venir, il ne peut pas. En fait, il ne m'a pas répondu, l'animal. Voilà. Il dit son impresario. Donc on fera ça sans doute une autre fois, mais Gérard, il est très pris. Puis le samedi, ce n'est pas un très bon jour pour lui. Il a des trucs avec sa femme. Voilà. J'avais un copain qui me disait le vendredi soir, s'il y a match, on baise. Oh, non, le vendredi soir, on baise sauf s'il y a match. Voilà. Alors, alors donc. Tu connais le proverbe, hein, parce qu'à un point, il y a pelouse, il y a match. Bah oui, c'est clair, gazon maudit. C'était la petite blague du samedi. Ouais. Alors, donc, j'ai demandé, donc on s'est réconcilié avec notre ami Gérard Camberlin, donc le roi m'a bien expliqué, j'ai mis une vidéo. Donc, on fera une vidéo ensemble avec Gérard pour mettre les choses au clair. Ouais, parce qu'en fait, il y a une putain de manipulation derrière. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, je vous ai préparé une petite surprise, donc je vais vous montrer une interview de Jean-Marc Deparnay, Jim Le Veilleur, qui est dans la table des 700. Et vous allez voir comment, en réalité, c'est incompatible avec ce qu'on fait, la table des 700. Et donc, on aura l'occasion d'en parler, mais je vais vous expliquer comment la DGSI a payé Richard Boutry et sa femme, qui a fini par dire qu'elle était la grande monarchesse, rien que ça, et pour, en réalité, mettre fin à l'aventure des Gilets jaunes, ridiculiser la dissidence qu'ils ont regroupé, ils ont pris tous les charlots qu'ils pouvaient trouver ils ont regroupé dans la table des 700 qui a duré même pas 3 mois, qui n'avait même pas d'existence légale, hein, c'est une association de fait. Ils ont mis tous les noms des personnes sur Internet qu'ils pouvaient trouver dans la dissidence, et ils les ont invités à Rennes-le-Château. Et là, en marge de ça, ils avaient invité donc Monseigneur André qui est venu, et en marge de ça, comme il est diacre dans l'Église catholique, hein, c'est le père de Monseigneur André qui est le cofondateur de la Fraternité Saint-Pie X avec Monseigneur Lefebvre. Donc, il est diacre, hein, Monseigneur André. Donc, il est autorisé en tant que diacre à baptiser. Donc, ce jour-là, il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas catholiques qui ont demandé à être baptisées par le roi, ce qu'a fait le roi. D'autre part, on lui avait remis une épée de templière, et ce jour-là, et comme il est roi de France, il a le droit d'adouber des chevaliers. Donc, il a adoubé un chevalier et il a baptisé, je crois, 2 personnes. Et cette affaire-là, elle a été filmée et elle a été montée en épingle à cheveux par les agents de la caisse de résonance de la complosphère, en particulier quelqu'un qui est assez intéressant, qui est un Hongrois, qui a une fille handicapée, qui s'est marié avec une Aristote française sur le retour, et qui élève des poulets, figurez-vous, ça ne s'invente pas. Ce mec a reçu des fonds pendant la période Covid avec son association qui dénonçait les antivax. C'est-à-dire que le mec passait patrouiller sur Internet, voyait les antivax et les dénonçait aux renseignements généraux et à la justice. Il a reçu des fonds dans le cadre de la lutte contre le complotisme et une somme rondelette pour être un influenceur. Donc, à chaque fois qu'il a fait des vidéos, donc il a fait une vidéo sur la table des 700, qui lui vaut d'ailleurs maintenant d'être assigné au tribunal correctionnel de Brasilia pour diffamation, insulte publique et harcèlement. Donc, il va devoir se justifier notamment de tout ce qu'il a dit, mais en plus de ses sources. Voilà. Et moi, j'ai un dossier qui montre que ce monsieur travaille pour la DGSI, reçoit des rémunérations par le ministère de l'Intérieur et était payé comme influenceur sur Internet pour notamment dénoncer les antivax. Voilà. Quand on sait les cas... Ah bien, c'est Vox Gallica, mais je ne vais pas dire son nom d'état civil parce que voilà. Le vieux fou, là. Le vieux cinglé alcoolique au dernier degré en état psychiatrique, dont la fille est complètement handicapée. Et, enfin, ce que j'adore, c'est ces gens qui viennent de l'étranger. Lui, c'est un Hongrois qui arrive avec une génétique pourrie, qui font des enfants handicapés, qui la mettent à la charge de notre collectivité. Donc, on parle souvent de la consanguinité algérienne. Mais quand on voit toute la racaille de juifs ashkénazes qu'on a pris avant la guerre de 40, on a quand même pris 400 000. 400 000. Et je peux vous assurer que la génétique des Khazars, elle n'est pas avantageuse. Donc, si on a actuellement, ce qu'on n'avait jamais eu en France avant, une telle épidémie de PEDO, de rituels sataniques, etc., c'est justement dû à cette génétique Khazar. Ils ont ça dans le sang. Et je l'ai vu, je l'ai expérimenté de mes propres yeux, le lien d'ailleurs entre la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, en partie la Russie, la Hongrie, une partie, les Carpates et cette génétique khazare. Et elle est très, très enracinée, cette génétique khazare. Et quand ces gens sont soumis à la pollution électrique de l'air,
eh bien, ça active leur mémoriel. Et sur leur mémoriel, ben, il y a des générations de PODO cannibales, de buveurs de sang, de dégénérés, d'anormaux, etc. Et Mais lui, Pascal, il n'est pas crédible, ce mec. Pourquoi les gens le calculent, lui? eh ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos contre André de Biat qui ont été faites sur Internet. Il y a lui, il y a Napo et il y a Loup Divergent. Et donc, on s'est intéressé à ces trois personnages. Et puis aussi, il y a aussi Jean-Marc Depardieu. Alors, pour vous situer Jean-Marc Depardieu, je vais vous faire un petit cadeau maintenant. J'ai mis une vidéo sur Odyssée qui a été straquée sur YouTube parce qu'il chasse en meute. Hein. Sauf quand je mets les vidéos interdites aux moins de 18 ans, là, mes vidéos ne strikent pas. Mais quand elles sont grand public, elles strikent. Pourquoi? Parce qu'il a constitué ce qu'il appelle la Gym Task ou la Gym Force, qui sont une cinquantaine de personnes qui sont autour de lui, qui font du cyberharcèlement en dénonçant les vidéos, mais surtout, et c'est ce qu'on va révéler lors du procès de Zincoin grâce à Hicham Hamza de Panamza, c'est quelqu'un qui était protégé par le Mossad, Jean-Marc Depardieu, et qui est au cœur d'une vaste escroquerie qui met en cause alors l'entourage de Sa Majesté Mohamed VI pour du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, du blanchiment d'argent pour 800 millions de dollars. Parce que c'est ça l'affaire Zincoin. Et on va en parler à cause de la table des 700. C'est les grandes manœuvres de la DGSI et de la DGSE pour sortir l'argent d'Afrique avant l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré et d'un certain nombre de personnes en Afrique. C'est la fin de la France-Afrique. Hein. Et d'autre part, c'est en France discréditer l'opposition. Depuis 2019, on avait accès au dossier Epstein. Donc, Trump, qui était cité dans les dossiers Epstein, avait laissé fuiter une partie. Parce que les gens me disent, oui, mais Trump, il a laissé fuiter. Oui, mais quand on ne peut plus laisser fuiter, on laisse fuiter sous contrôle. Voilà. Alors, je vais vous faire écouter ce que nous raconte Jean-Marc Depardieu. Ma première vidéo à propos de maître de sagesse et de l'initiation. Donc, c'est la deuxième partie. Donc, je m'étais arrêté, je crois, sur Jésus. Jésus de son vrai nom, Sananda, l'un de ses nombreux noms, Sananda, qui a passé sa 5e initiation et est devenu un maître de sagesse, un siècle après son incarnation en tant que Jésus de Nazareth, et il est devenu maître de sagesse dans la personne d'Apollonius de Tyane, donc un siècle après. Et il est donc, depuis, il fait partie de la hiérarchie spirituelle de la planète de la fraternité blanche de Shambhala. Et il s'occupe donc officiellement, aux dernières nouvelles, du 6e rayon, car je parlerai aussi des rayons un peu plus tard. Le 6e rayon qui est le rayon de dévotion émotionnelle. C'est le rayon des grandes religions du monde. Donc Jésus s'occupe des affaires religieuses du monde et spirituelles. Même si je fais une distinction entre religion et spiritualité. Voilà, donc ce monsieur, Jean-Marc Depardieu, qui était un des piliers de la table des 700, en réalité c'est quelqu'un, alors on a déchargé l'intégralité de ses vidéos, on en a traduit une partie, on les a données à la justice brésilienne, parce qu'il m'avait assigné avec son avocat juif, son associé juif, la juge d'instruction juive, soutenue par le ministère public contrôlé par des juifs à Paris, sionistes en tout cas, m'avait assigné au tribunal correctionnel en dommages et intérim, demandé 300 000 €. Donc, ils se sont cassés les dents en France et la juge d'instruction a fait un très mauvais travail. Elle a demandé l'exéquaturation de mon procès, c'est-à-dire que ça soit transmis au pénal ici au Brésil quand j'étais en prison. C'est atterri sur le bureau du ministre de la Justice qui l'a mis à la corbeille, mais il y a eu une enquête très poussée du service de renseignement. Et comme on avait déchargé l'intégralité des vidéos de Jean-Marc Depardieu et au cours de ces dernières années, il a proféré à mon égard 687 insultes, dont dit 29 fois que je serais pédophile. Et ce qui est intéressant de ce monsieur, s'il m'a poursuivi, c'est parce qu'il y a un agent du renseignement français qui s'appelle Samuel Morel, qui travaillait pour une agence de Barbouze qui s'appelle Stack International, qui avait un contrat avec la DGSI, qui est rentré dans mon organisation religieuse et avec un de mes patients qui était toxicomane, qui était en cure, il a appelé mes associés, il s'est fait remettre 110 000 €, ils sont partis avec l'argent. Et une partie de cet argent a été remis à Jean-Marc Depardieu et investi dans Zincoin. Et avec les 20% de commission que touche Jean-Marc Depardieu sur tout l'argent qui est rentré dans Zincoin, c'est pour ça que quand on lui demande de rendre l'argent, il rend toujours 80%, parce qu'il ne rend jamais sa commission. Et donc, avec cet argent, plus l'argent de personnes qui l'ont payé pour ça, et je rappelle que c'est un délit, hein, c'est un délit de harcèlement de payer quelqu'un pour harceler quelqu'un d'autre. Donc, les personnes qui l'ont financé, qui ont donné de l'argent à Jean-Marc Depardieu pour m'assigner au tribunal civil de Paris, auront à répondre devant la justice brésilienne dans une vaste conspiration criminelle qui met en cause l'agent de renseignement français Stéphane Clavel de la DGSI, un franco-israélien.
qui est connu pour être un protecteur des réseaux pédocriminels et du trafic de drogue au sein de la police nationale, un capitaine de police. Donc, j'ai mis une vidéo, je vous mettrai le lien, je vous mettrai ça sur ma chaîne, ou je remettrai cette vidéo sur ma chaîne, qui met l'intégralité des déclarations de Jean-Marc Deparnay sur Jésus, qui serait la réincarnation de Rosh Hashanah, de je ne sais pas quoi, qui serait au 6e rayon, du 4e allée du supermarché, chargé de la suite, etc. Et il cite tout ça d'un livre, qui est un livre d'Alice Bailey. Alice Bailey, c'est la conceptrice du Nouvel Ordre Mondial. Il prétend avoir été initié par des maîtres dans l'astral. Il dit que lui, il ne reçoit pas des lettres comme Blavatsky qui se matérialise sur son bureau, qui viennent de Jésus, de Mohamed et des grands prophètes de l'humanité, mais il les entend directement dans sa tête, Jean-Marc Deparnay, figurez-vous. Voilà. C'est-à-dire qu'après avoir fait de la musique pour les casinos de la communauté dans le sud de la France, lui qui est un piètre musicien et qui s'est disputé avec tout son entourage, il se retrouvait à la rue et il était hébergé par des travelots, par des prostituées qui le prenaient sur son aile. Et puis, il a fini par s'enfuir au Maroc. Et là, au Maroc, il est tombé dans un truc qui est assez intéressant et qui est lié à la table des 700. C'est comment la DGSI avait décidé, et la DGSE, de faire les poches des antisionistes, de ridiculiser la dissidence pour se mettre au service d'Israël, donc punir les antisionistes, les taper au porte-monnaie avec des influenceurs qui leur raconteraient des conneries New Age comme celles qu'ils racontent, issu de la communauté, parce qu'il vient de la communauté, hein, celle qui a le grand nez, toute crive d'or, hein, il vient de cette communauté-là, malgré ce qu'il raconte. Et ce monsieur, donc, il avait une chaîne où il racontait toutes ces absurdités théosophiques. Alors, je rappelle que ce qu'il raconte, c'est les propos d'Alice Bailey, et que Alice Bailey, elle est la fondatrice du Nouvel Ordre Mondial, et c'est elle qui a conçu beaucoup des aspects de la vie religieuse ou pseudo-religieuse, pseudo-spirituelle des Nations Unies. Donc, c'est l'organe consultatif des Nations Unies en matière de religion et de spiritualité qui a un centre de formation dans le monde entier qui s'appelle la Société Arcana, où j'ai une vidéo, que j'ai remis à la justice brésilienne, où Jean-Marc Deparnay dit qu'il a été formé. Or, dans l'enseignement que je viens de dire, et je vais remettre un petit extrait de Jean-Marc Deparnay que j'aime bien, il nous dit que Lucifer, c'est Satan, qu'il croit dans Lucifer et dans Satan, et sans Satan, l'humanité serait restée animale et n'aurait jamais pu évoluer. Parce que grâce à Lucifer, donc grâce à Satan déguisé en ange de lumière et en ministre de justice, l'humanité a pu évoluer, sinon elle n'aurait jamais été moi pensante. Tout ça, c'est l'enseignement luciférien du manichéisme. J'ai fait beaucoup de vidéos pour expliquer le manichéisme, comment avec le talmudisme, il s'était fusionné avec la 7e tour du diable en Russie, et comment ça avait donné naissance à tout le truc nuage. Donc ça, c'est la vidéo complète. Je vais la trouver sur Odyssée. Une extraordinaire gravité. Je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzang, et ce sujet est: la secte de Jim le Veilleur a-t-elle assassiné le Padre Pio? Et en tout cas, c'est ce que nous explique Laurent Clousy. Voilà, donc la secte à laquelle appartient Jim le Veilleur, que voici. Qui ça? Qui c'est qui est en train de colporter des calomnies sur moi dans le chat? Qui Donc cette secte, tu peux éteindre. Cette secte, elle a été dénoncée par Laurent Clousy, qui a traduit notamment un livre en italien sur les Urloges, sur les super lodges à laquelle appartiennent Poutine, Khamenei, Macron, etc. La même loge, hein, ça s'appelle Golden Eurasia. Donc, Laurent Clousy a fait un très très bon travail de recherche, aidé par les milieux catholiques les plus traditionnels, où il a expliqué quelles sont les conditions de la réforme de Vatican II, les conditions de la réforme de Vatican II et de l'assassinat du Padre Pio. Donc, le Padre Pio a été assassiné par la Lucifer Trust, la Lucis Trust. Elle s'appelait avant Lucifer Trust. En 1922, elle est devenue Lucis Trust. J'ai d'ailleurs mis la vidéo de Jim le Veilleur et l'article de la Lucifer Trust et l'article de Wikipédia où la Lucifer Trust elle-même dit qu'elle devient Lucis Trust, et il a dit que ce n'était pas vrai, qu'on était des menteurs et des affabulateurs. Alors évidemment, cette communauté, elle est toujours dans l'inversion accusatoire. Et c'est ce qu'a été la table des 700. La table des 700, c'est Silvano Trotta, Anthroposophie de Rudolf Steiner, une filiale de la Lucifer Trust pour l'Allemagne, Tal Scheller et d'autres, Framery, le droit humain, une loge franc-maçonnique directement liée à la Lucifer Trust. C'est aussi Jean-Jacques Crèvecoeur, dans la dissidence et de la table des 700, qui fait partie de la Rose-Croix, qui est la filiale américaine de la Lucifer Trust.
Tout ça a été créé dans un espèce de bouillon de culture qui s'appelait la Société théosophique de Elena Petrovna Blavatsky, qui était une Ukrainienne juive et franc-maçonne, qui avait passé 7 ans à se prostituer dans les cimetières du Caire, où elle avait appris la magie noire babylonienne, notamment d'origine talmudiste, ce qu'on appelle dans l'islam le sir. Et ce sir, il est lié à la 5e tour du diable, qui a son siège entre l'Iran et l'Irak. Donc on est face, dans la table des 700, à une arnaque qui a été montée par la DGSI avec les milieux du talmudisme et le milieu du New Age, parce que le New Age, c'est le Talmud pour Goïm. Hein. Quand on n'est pas assez pervers et qu'on garde un petit peu de candeur et d'esprit chrétien, on n'a pas le droit de rentrer dans la franc-maçonnerie, on va rentrer dans le New Age. Donc là, on a le choix entre la Rose-Croix, la Société théosophique, le droit humain, l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Il y a une dame là, une ancienne du ministère du Quai d'Orsay, du ministère de la coopération en France. Tu as passé combien d'années dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner? Elle a passé 20 ans dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Tu as vu combien de vidéos de moi sur l'anthroposophie de Rudolf Steiner? Je sais pas. Un certain nombre. Okay. Et quelle a été la conséquence? Elle a quitté, elle a jeté ses livres. Voilà. C'est très simple. Si vous voulez démasquer la table des 700, vous lisez un livre de René Guénon qui s'appelle « Le règne de la quantité et des signes des temps ». Et vous lisez 2 livres, hein, aussi autres de René Guénon, qui s'appellent « L'erreur spirit », qui montre comment le socialisme et le spiritisme d'Alan Kardec sont liés ensemble. Dans la franc-maçonnerie, où le spiritisme est devenu la religion de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire invoquer les esprits des défunts et les esprits sataniques. Et d'autre part, vous lisez La théosophie, histoire d'une pseudo-religion, où on vous explique comment le service secret anglais, puis américain, a falsifié le bouddhisme, l'hindouisme et l'ésotérisme occidental pour créer une secte à gogo et pour faire sortir les gens de l'Église catholique, détruire la recherche des spirituels des personnes, de spiritualité des personnes, en leur donnant accès à une spiritualité complètement frelatée, où au final, on vous apprend, page 265 de « Qu'est-ce que la théosophie » de Elena Blavatsky, le dieu de la théosophie, c'est le dieu du Talmud, c'est-à-dire Satan. Sauf que dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner, hein, on rend un culte à Lucifer, pareil dans le droit humain en France, pareil dans la franc-maçonnerie, pareil dans la Rose-Croix, celle qui a construit les Guidestones, et pareil à la Lucifer Trust et la Société Arcane où a été formé ou déformé Jean-Marc de Parnay. Il m'a aussi poursuivi au tribunal pour avoir dit que la Société théosophique était liée au réseau pédosataniste, et donc on l'a documenté auprès du juge. Donc porter plainte contre quelqu'un de la façon dont il l'a fait contre moi, alors qu'on a les preuves qu'il a du recel d'abus, du recel de vol, de bénéfices de vol, que tout ce qu'on a dit sur lui était parfaitement documenté. Il a poursuivi Gérard Fauré et moi. Il faut savoir que la juge d'instruction juive, l'associé juif de Jean-Marc de Parnay, l'avocat juif de Jean-Marc de Parnay, et très certainement, j'aurais eu le droit à un juge juif sioniste à Paris, ont été visités par le préfet juif, en tout cas fille d'une juive, dont le frère a tenté de m'assassiner. Et que pour protéger la tentative d'assassinat, l'empoisonnement de ma communauté et le détournement de fonds, parce qu'en tout, c'est 320 000 euros, 270 000 euros qui ont été détournés, volés à mes étudiants. Hein. Donc, ils les appelaient, mes étudiants et mes associés me connaissent, ils demandaient de transférer de l'argent et se le faisaient transférer sur leur compte à eux. Cet argent s'est retrouvé en partie sur Zimcoin. Voilà. Le monsieur qui a tenté de m'assassiner, il a été suivi par la police brésilienne ces dernières années et on a trouvé qu'il payait beaucoup en espèces pour quelqu'un qui prétendait vivre seulement de sa retraite de colonel de la DGSE, impliqué dans le trafic de drogue et dont les autorités canadiennes pour lesquelles j'ai témoigné ont documenté auprès de la police brésilienne qu'il était bigame, qu'il vivait avec sa fille depuis 15 ans, qu'il l'avait mis enceinte et que sa femme avait pratiqué une vingtaine d'avortements clandestins. Voilà. Et même dans ces avortements clandestins, il y a eu la consommation des avortons par le couple, parce qu'elle s'était vengée de son mari en lui faisant manger le résultat des fausses couches de sa fille. Tout ça, ces personnes, elles étaient chez moi, elles ont été filmées, elles ont été écoutées. J'ai donné l'intégralité des vidéos au service de renseignement brésilien et c'est ce que vous allez trouver derrière la table des 700. Et c'est extrêmement grave hein, ce que je vous dis, mais c'est que 95% de la soi-disant dissidence que vous avez sur Internet, ce sont des gens qui sont liés au New Age. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas véritablement contre le système dominant, c'est des gens qui sont en marge du système,
qui souvent vivent du système, d'ailleurs, avec des RSA, des trucs comme ça, etc. C'est comme ça qu'ils ont acheté une personne dans mon entourage. Vous imaginez qu'il y a une personne dans mon entourage qui travaille avec moi depuis 5 ans et demi, qui a piqué dans la caisse, je le savais, je laissais faire. Elle me rendait des services, donc je laissais faire. Ce n'était pas énorme, mais bon, au fur et à mesure des années, ça fait plus de 30 000 € en 6 ans. Ça ne fait pas beaucoup par mois, mais bon, assez pour que ça soit déplaisant. Et cette personne, en même temps, fraudait le RSA en France et le chômage. Et puis, en août 2023, eh bien, le service de renseignement français lui est tombé dessus. Et je me suis aperçu qu'elle me visitait en prison. Elle s'est beaucoup investie dans mes dossiers, mais je m'apercevais que tout était torpillé en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui avait les informations qui me torpillait. Donc, il y avait une lutte d'influence entre le service secret brésilien et les services secrets français qui protègent la Macronie, en particulier ces réseaux PEDO satanistes et ces réseaux de trafic de drogue et de trafic d'êtres humains et d'organes. Donc, l'histoire de la table des 300 et après des 700, pardon, c'est l'histoire suivante. Richard Boutry me téléphone en 2019 et me dit voilà, j'ai des emmerdes avec la police, ils sont après moi, etc. Avec ma femme, on n'a pas énormément d'argent, on a environ 30 000 €, mais on aimerait fuir. Et est-ce que vous nous accueillez au Brésil? Je dis, écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que vous étiez un journaliste du système. Le système vous a viré, comme Jean-Marc Deparnay. Hein, c'était un chanteur du système qui n'en a pas voulu. Donc, la haine contre le système, parce qu'ils ne sont pas arrivés à réussir dans le système. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai parfaitement réussi dans le système. Hein, ouais. Et en tout cas, à savoir tout ce que je voulais et gagner confortablement ma vie. Et donc, je n'ai pas donné suite. Et par la suite, ce que je sais de source sûre, c'est qu'il a été contacté par le service de renseignement français. On l'a financé pour avoir un camping-car. Et ce que Monseigneur a dit dans une vidéo, des salopes, c'est-à-dire qu'il avait toute une sorte de groupie avec qui il couchait, en réalité, parce qu'il était complètement gouroutisé. Et il a contacté un proche de Monseigneur André, c'est-à-dire Gérard Camberlin, qui est un mec très sympa, au final. Et il lui a dit, écoute, les Gilets jaunes sont à fond derrière Monseigneur André, ils ont aimé ses vidéos, etc. On va dénoncer tout ça, on a des dossiers, et on va créer la table des 700 pour regrouper toute la dissidence, et on mettra la dissidence derrière Monseigneur André. Et il avait même convaincu Monseigneur André de se présenter au présidentiel. D'ailleurs, Monseigneur André s'était fait avoir. Hein. Il avait même fait une vidéo, je crois que sur TV Liberté ou notre chaîne, où il avait dit qu'éventuellement, il se présenterait aux élections de 2022, qu'il fallait 10 millions d'euros. Tout ça, c'était Boutry derrière, pour le ridiculiser et le discréditer. Ça, c'est bien marché. Donc, Monseigneur n'a plus donné d'interview. Il viendra peut-être sur ta chaîne, Lolo, je suis en train de discuter avec lui pour ça. J'espère, merci. Ouais, j'essaye de te faire venir des gens qui vont expliquer la situation. Et donc, Boutry, en réalité, a monté la chose suivante. Donc, un matin, il est arrivé et il a dit, voilà, près d'ici, dans les Landes, il y a un camp où ils retiennent des enfants dont ils traient le sang et ils arrachent les organes. Je suis informé par des gens qui me connaissent à la préfecture. Il a appelé la préfecture de police devant Gérard Camberlin. Donc ça a été documenté par Loup Divergent, hein, avec des audios et des vidéos. Donc j'ai mis sur ma chaîne l'intégralité des documents mis par Loup Divergent. Et donc, il a pris un groupe de personnes, il leur a fait croire que l'armée allait venir, qu'il allait y avoir des hélicoptères. Il a mis tout le monde en paranoïa. On ne sait pas, parce qu'il y a dans Incon, on a une enquête aussi pour délit d'empoisonnement. Si les gens qui étaient du groupe ne recevaient pas du GHB dans l'eau de boisson, ça c'est une technique que moi j'ai utilisée en tant qu'agent du renseignement. Quand je rencontrais quelqu'un dans une soirée, je lui mettais du GHB dans son verre, et puis ensuite je l'amenais à l'hôtel, je couchais avec, et je le filmais dans des positions compromettantes en prenant de la drogue. Je l'ai fait, c'était mon travail de le faire, je l'ai fait. Dont des personnes, des personnes publiques, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, des conseillers municipaux, des députés, des sénateurs. Je l'ai fait en Allemagne, je l'ai fait très peu en France, j'ai fait un petit peu en France, mais je l'ai fait surtout en Allemagne. En Allemagne, en Belgique et en Suisse. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Il faut sortir avec sa canette avec toi. Ouais. Il faut, donc, le député Laurent Louis disait aussi que son eau au Parlement de Bruxelles belge était empoisonnée, hein, et qu'on lui avait même mis des fichiers pédopornographiques dans son ordinateur pour le compromettre. Hein. Donc ça, c'est des trucs que j'ai fait pour le service de renseignement. Et à l'époque, on manipulait en disant « c'est un pédosataniste, un pédocriminel, il connaissait mon passé, tu vas nous aider à l'arrêter ». En réalité, il me manipulait pour faire tomber des gens parfaitement innocents sur lesquels il voulait faire chanter pour protéger les réseaux pédéo-criminels de trafic de drogue et de trafic d'êtres humains qui sont liés à l'État Rothschild au Moyen-Orient.
Donc, je l'ai compris, je n'ai pas mis beaucoup de temps à comprendre exactement ce qui se passait. J'ai quand même fait mon travail en me disant, voilà, comme ça, je vais documenter tout. Parce que moi, mon ambition, c'était de documenter tout, puis un jour, de donner tout au roi. C'est ce qui s'est passé. Donc, dans l'histoire de Boutry, voilà ce qui s'est passé. Et donc, ils sont allés avec des caméras pour libérer les enfants, et il n'y avait rien. Et en réalité, cet épisode-là, qui a été largement relayé par les médias, notamment ceux de Bolloré, qui finance toute l'extrême droite dissidence qui est liée au PED, au satanisme, elle est financée par Bolloré et un milliardaire qui a fait fortune dans les coffrets de week-end et les coffrets de voyage, dont je ne dis pas le nom parce que je ne veux pas encore avoir un autre procès. C'est un mec qui a du blé et qui finance des gens qui se sont attaqués à nous, notamment Napol Cato, qui apparaît aussi dans la table des 700. Donc, dans la table des 700, en réalité, Richard Boutry a pris tous les gens qui avaient une audience de plus de 10 000 cas sur Internet et qui semblaient liés à la dissidence, qui étaient anti-vax, etc., en tout cas qui avaient un message de contestation face à Macron. Il les a fédérés ensemble pendant 3 mois, il les a liés aux Gilets jaunes, et après, il a monté cette affaire dans les Landes de soi-disant libération d'un lieu de séquestration et de traite du sang des enfants pour discréditer plusieurs choses. La question des réseaux et la question de l'adénochrome. Et j'ai remis il y a quelques jours, il y a 10 jours, une vidéo qui est très bien faite sur l'adénochrome. L'adénochrome, c'est parfaitement documenté. Le cofondateur avec PayPal, Jeff Bezos, qui est le cofondateur de PayPal avec Elon Musk, avait des cliniques de sang à travers tous les États-Unis. Et j'ai même trouvé une interview de Céline Dion au Québec où elle dit qu'un de ses secrets, c'est qu'elle reçoit des transfusions de sang d'enfants et de sang de bébés. Voilà. Mais elle dit, mais de toute façon, c'est des bébés qui sont avortés, etc. Mais on récupère le sang, etc. Elle a été transparente par rapport à ça. Puis sa fameuse vidéo avec sa marque de vêtements israélienne, où elle était pour le transgenre, la théorie du genre, les barboteuses avec des têtes de mort, etc., d'un couple de stylistes israéliens. Donc, on a derrière la table des 700 une incroyable machination pour discréditer les gilets jaunes, discréditer la résistance. Et le meilleur moyen de discréditer la résistance, c'est d'avoir une résistance de guignols et de leur monter des traquenards. Alors, dans cette table des 700, vous aviez Jean-Marc Deparnay, Silvano Trotta. Alors, Silvano Trotta, il est intéressant, il m'avait aussi poursuivi au tribunal, il n'y a pas eu de suite, parce que j'avais révélé le fait que son frère était médecin, qu'il travaillait pour le système et qu'il réalisait des logiciels pour des cabines à vaccination. Bizarre, non? Non, vous ne trouvez pas? Ouais. Oui, c'est vrai que c'est assez particulier. Voilà. Donc là, en gros, tu as mis le focus sur Deparnay. Ouais. Ok. Mais les gens qui ne connaissent pas ce dossier sont un peu noyés. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on... Non, mais Jim Leveilleur, il est connu, c'est l'escroquerie de Zincoin. C'est les quenelles d'or. C'est le parti antisioniste d'Alain Soral et de Deparnay, et d'Alain Soral et de Dieudonné. Voilà. Donc, il y a toute une mouvance à l'extrême droite de dissidence anti-sioniste qui, en réalité, était pilotée par Shabbat Lubavitch et Bolloré. Justement, parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'on remette dans le contexte. En fait. Comme tu disais tout à l'heure, tu as vu Boutry, tu as contacté en 2019, et l'histoire, bon, moi, vu que j'étais gilet jaune, j'ai vu ça de l'intérieur, j'ai pu voir un petit peu. Et donc, quand on reprend la chronologie, cette histoire de table 700, on a commencé à l'entendre quand il y a eu les gilets jaunes en 2019. Et moi, la première fois que j'avais entendu ça, c'était des groupes Facebook. Tu vois? Et ouais, il y avait mon pote là, Gérard Camberlin, il avait ouvert un truc et ça voulait unir les mecs de droite. Il est resté 3 mois, hein, Camberlin, dans la table des 700. Et la table des 700, on lui attribue à lui, mais c'est Boutry qui l'a créée. Et d'autre part, il n'y a jamais eu d'association loi 1901. Et moi, par exemple, on m'a mis co-directeur de la table des 700. Par exemple, Loup Divergent me met comme... Il devra s'expliquer aussi au tribunal ici, parce que maintenant, je ne rate plus personne. Hein. Et Vox Calica aussi, il devra s'expliquer pourquoi il me traite de gourou et pourquoi il dit que je suis cofondateur de la table des 700 et que c'est une secte maçonnique. Ici, ça va bien faire rire les juges, dont peut-être 80% sont des francs-maçons. Hein. Voilà. Donc, la France a cru qu'elle pouvait contrôler la justice brésilienne en ce qui me concerne, et la justice brésilienne, elle a à cœur à montrer aux Français que le Brésil, c'est un État de droit et ce n'est pas une colonie de la Macronie. Voilà.
Donc ça, oui, tu as raison. Lui, il a rien couvert, en gros, en Facebook. Et il y avait ambiance gilet jaune. Il a voulu unir des mecs à droite, à gauche. Exactement. D'accord là-dessus. Il y a eu 2 opérations qui ont été montées vers les Gilets jaunes. Celle de Louis de Bourbon, et là, c'est moi qui suis derrière. Donc, à l'époque, je croyais plus ou moins dans Louis de Bourbon. J'avais des doutes, mais bon, je voyais personne d'autre. Je ne connaissais pas encore Monseigneur André. Et donc, c'est moi qui ai écrit à Louis, à la maison de Bourbon, et qui lui ai dit, Monseigneur, vous devriez faire un geste vers les Gilets jaunes, parce que vous êtes le chef aîné de la famille de Bourbon. Et en tant que Bourbon, vous savez qu'il y a souvent eu des révoltes des paysans contre les abus fiscaux. Et là, on est vraiment dans un abus fiscal qui est manifeste. On est face à une jacquerie, une révolte. C'est des pauvres gens qui sont désocialisés. C'est aussi des pauvres gens qui ont besoin de leur véhicule et d'un prix du gasoil bas pour pouvoir que ça soit rentable pour eux d'aller travailler. Il faut que vous fassiez un geste envers les Gilets jaunes. Donc, il était allé faire quelques photos avec les Gilets jaunes. Après, du côté de Monseigneur André, Gérard Camberlin, il s'est laissé convaincre par Boutry. Parce que, vous savez, Gérard Camberlin, c'est un parieur, c'est hippique, c'est quelqu'un qui est dans les milieux du cheval. C'est un mec simple, ce n'est pas un grand intellectuel, Gérard Camberlin. C'est un type qui parle avec son cœur, qui est en banlieue, qui donne le coup de poing. D'ailleurs, ils se sont battus avec Boutry. Gérard lui a pété la gueule. J'ai mis d'ailleurs un extrait de l'interview que j'ai fait avec Monseigneur avant-hier soir. Je l'ai mis hier soir en ligne sur ma chaîne TikTok et sur mes chaînes YouTube. Et Gérard Camberlin, c'est un mec de banlieue qui a ses droits, qui était un parieur hippique, et il s'est aperçu qu'en réalité, la famille Rothschild pipait l'intégralité des paris hippiques. Et donc, le mec, il a monté, qui a des couilles, Camberlin, c'est un boxeur. Hein. Le mec, il a monté une association pour dénoncer tout ça, en expliquant que les petits parieurs et les petits joueurs de loto se faisaient enfler et qu'en réalité, aussi bien les paris hippiques que la loterie nationale, les tirages étaient pipotés et les dés étaient pipotés. Et que c'était toujours les mêmes personnes qui gagnaient, et notamment qu'il y avait des reventes de billets hippiques gagnants à 2 fois leur valeur pour pouvoir faire du blanchiment d'argent. Donc, en gros, le Gérard Camberlin, c'est un mec lambda qui a ouvert Facebook en pleine période des Gilets jaunes. Tu es d'accord avec moi? C'est ça, il est sorti d'HP. En fait, il était. L'État et la communauté dont on n'a pas le droit de dire le nom, et puis les frères La Truelle électronique, se sont inquiétés de son association parce qu'ils avaient lancé des procès et leur dossier était bien ficelé sur la corruption dans les paris hippiques. Et donc, pour se débarrasser de lui, ils l'ont fait passer pour un dingue et ils l'ont mis en HP. Et quand André de Biaz a commencé à boomer sur les réseaux sociaux, parce qu'il faisait des vidéos qui faisaient 150 000 vues, hein, André, et ils ont sorti Gérard Camberlin d'hôpital psychiatrique en se disant, il est dans l'entourage d'André, André l'aime bien, Monseigneur André, enfin André pour eux c'est André, pour moi c'est Monseigneur l'aime bien, et on va avoir une porte d'entrée dans son entourage. Ils ont fait la même chose avec moi. Hein. Il y a des personnes que j'ai aidées à sortir d'HP sur des questions de psychotronique. Une fois qu'ils ont été sortis, ils se sont retournés contre moi. Voilà. Donc, en gros, il ouvre un truc Facebook, mais le truc qu'il a... Parce que bon, on est d'accord, il a ouvert un truc Facebook. Il n'a pas ouvert une franc-maçonnerie ou un truc bizarre. Non, il n'a aucun lien. Gérard, il n'a aucun lien avec la franc-maçonnerie. Dans l'entourage de Monseigneur André, je suis le seul franc-maçon. Je suis le seul. Oui, mais justement, il faut comprendre en fait le contexte pour comprendre la confusion. Tu vois, c'est ça en fait que j'essaye de te dire. C'est qu'en fait, le mec, il a rien couvert. Un groupe Facebook, et il y avait le buzz des Gilets jaunes. Je me rappelle à l'époque, tout le monde lançait des trucs. Mais c'est là où j'ai besoin un peu de tes lumières, parce que en gros, lui lance un truc et direct, ils se réunissent et qui sort du lot Abdel, comment il s'appelle, Morad El Attab. Franc-maçon. Le mec, c'est franc-maçon, Rothschild à fond. Opposition contrôlée. J'avais eu, avant de faire un live avec lui en 2018, j'avais eu 2 pré-lives avec lui pour le tester. Et donc, du renseignement brésilien, j'avais eu un signal rouge le concernant, en me disant que voilà, c'était lui, il a aussi ses enfants hein, qui sont dans les réseaux, donc ils ont un instrument de chantage. Donc, disons que jusqu'à présent, ils ont nié les réseaux, ils ont foutu des personnes en hôpital psychiatrique. Ça, c'était la première ligne de défense. La deuxième ligne de défense, c'est des gens sous contrôle.
Donc, des gens soit qui ont leurs enfants dans les réseaux, à l'ASE, sur lesquels ils ont un instrument de chantage, ou des gens qu'ils ont coincés sur différentes affaires. Voilà. Ou des gens qui acceptent un rôle, surtout par orgueil. Parce que le problème dans ces milieux-là, c'est le problème de l'ego. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es gouroutisé, parce que Boutry, il était complètement gouroutisé par les gilets jaunes, comme dit Monseigneur, il y avait son camping-car et ses salopes. J'aime bien quand le roi parle grossier, parce qu'il n'y a pas que moi. On sait se tenir, on vient de la plus haute noblesse, mais on a été élevé parmi le peuple aussi. Moi, j'ai passé 7 ans en prison, donc je connais la musique, hein, on ne me la compte pas. Surtout quand c'est des petits bourgeois qui me prennent de haut, je me montre grossier, je leur pète au nez, et je me montre de la façon la plus désagréable et grossière avec eux pour les ramener à leur réalité d'origine. Voilà, on ne me la joue pas. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est une deuxième ligne de défense, c'est-à-dire une dissidence sous contrôle. Et de gens soit qui sont perturbés d'un point de vue psychologique, soit qui ont un intérêt financier, soit qu'on tient avec des dossiers, soit qu'on tient avec leurs enfants. C'est le cas de Moradata. Oui, et donc, dans l'histoire, Gérard, après, ils ont fait une réunion, et de là où est sorti, les têtes qui sont sortis, c'est Christian Cotten. Tout le monde dit que c'est un scientologue, lui, il dit que non, mais bon, c'est pas... Non, c'est un pote, Christian Cotten, c'est une de mes connaissances. Lui, c'est un psychologue qui a eu beaucoup de patientes qui étaient victimes des réseaux, etc. Et qui, dans le cadre judiciaire, a fait des expertises. Et donc, moi, je n'ai pas de trace de lui dans la franc-maçonnerie, et il me jure droit dans les yeux qu'il n'est pas franc-maçon. Et il n'est pas dans la liste des 120 000 francs-maçons de France, on l'a, hein, Monseigneur, là, moi, je l'ai. Donc, il n'est pas dedans, donc il n'est pas franc-maçon. Après, on dit qu'il a été scientologue. En réalité, comme toutes les personnes, il a eu un parcours. Dans son parcours, il s'est intéressé à diverses choses. Ce n'est pas parce qu'on a fréquenté, on a fait un test psychologique à la scientologie, qu'on a pris 3 conférences à la scientologie, qu'on est scientologue. En fait, c'est qu'il relativise, en fait. Il dit qu'on peut être scientologue comme on peut être bouddhiste. Et ça a créé une confusion et les gens n'ont pas compris, en fait. Ouais. Ben parce qu'en France, il y a une satanisation de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que leur objectif, il est gagné, les éliminer de Bavière. Donc, la franc-maçonnerie, elle est arrivée en France avec la famille royale d'Angleterre catholique, avec Jacques le catholique, je crois que c'est Jacques II, qui a commencé à donner des initiations au rite écossais à Saint-Germain-en-Laye, où il y avait la cour, ce n'était pas encore au Louvre. Et donc, l'initiation maçonnique, elle s'est répandue dans la noblesse, et elle était conforme au rite écossais, mais le rite écossais le plus ancien, celui qui avait été créé par les Templiers en Écosse. Et ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, c'est que la secte talmudiste des Illuminés de Bavière, qui avait été créée par les Jésuites et Adam Weishaupt, elle a compris que si elle voulait avoir de l'influence en Europe, détruire la catholicité, détruire la chrétienté, détruire l'islam, il fallait un instrument contre-initiatique avec un réseau d'influence. Et là, ils ont infiltré la franc-maçonnerie, ils ont pris le contrôle il y avait la loge des anciens à Londres, ils ont créé une loge des nouveaux, qui avait été créé par un pasteur français et un protestant, des Saguliers, et puis quelqu'un qui n'avait même pas le titre de maître, qui était seulement compagnon, qui a écrit les constitutions d'Anderson, qui a créé une fausse franc-maçonnerie sous le contrôle des Illuminés de Bavière, qui a détruit la véritable franc-maçonnerie catholique de Grande-Bretagne. Et ça a été la même chose en France. La franc-maçonnerie française, qui d'ailleurs est partie vers la Caraïbe, puis après elle est venue au Brésil et aux États-Unis, ça a créé les pères de l'indépendance ici. Cette franc-maçonnerie-là, elle n'est pas du tout satanique, elle n'est pas du tout luciférienne. Or, dans l'imagination du public, on associe systématiquement la franc-maçonnerie au luciférianisme et au satanisme. Mais la plupart des francs-maçons que moi je connais, ils ne sont pas lucifériens, ils ne sont pas sataniques. Hein. Surtout dans les loges bleues, dans les grades bleus en bas, apprentis compagnons maîtres, les gens ne savent pas du tout y rentrer. Même le rite écossais, tu peux aller jusqu'au 33e degré sans avoir entendu parler de Lucifer, etc. Puis il y a des choses qui sont déformées. Ordo ab chaos, par exemple, ça veut dire que l'humanité aura atteint un tel niveau de chaos, de démence, que Dieu interviendra avec le retour du Christ. C'est-à-dire que le Christ rétablira l'ordre alors que l'humanité sera tombée dans le chaos. Donc, tous ces concepts de la franc-maçonnerie, qui partent d'un bon sentiment, entre le 25e et le 33e degré du rite écossais, on te prépare à la venue du roi de France en tant que Machiar des Juifs qui les ramènera en Judée, la venue du Mahdi et le retour de Jésus, en expliquant bien que ces 3 personnages sont complètement distincts. Il y en a un qui concerne la couronne de France, qui sera le grand monarque qui sera associé au grand pape, qui ramènera les véritables Juifs en Judée. Les autres sont exterminés dans le monde entier pour avoir provoqué les 3 guerres mondiales. Et, enfin, on ne le dit pas exactement comme ça, mais ça revient à ça. Et il y aura donc le Mahdi qui,
au moment où l'islam sera complètement détruit par la couronne britannique, enfin la couronne allemande de Grande-Bretagne, il y aura le Mahdi qui se manifestera, celui qui est annoncé dans l'Apocalypse de Saint Jean comme fidèle et véritable Seigneur des seigneurs, roi des rois, le chevalier blanc avec tatoué sur sa cuisse. J'ai voulu me le faire sur ma cuisse, mais je me pensais que c'était un petit peu prétentieux de le faire, donc j'ai juste le Mahdi qui est tatoué ici sur mon bras. Et au final, le Mahdi préparera le retour de Jésus, qu'il recevra à l'angle de la mosquée blanche de Damas, qu'il amènera à Jérusalem, et il coupera le bras et plantera son épée dans l'œil de l'Antéchrist, qui sera un descendant de la famille royale allemande de Grande-Bretagne. Donc, ou c'est Harry, ou c'est William, c'est un des deux. A priori, c'est quelqu'un qui a un défaut à l'œil, et des deux, celui qui a un défaut à l'œil, c'est William, hein, qui a pris une balle de golf dans l'œil. Le problème qu'il y a, Pascal, dans ce truc-là, parce que j'ai fait la synthèse un peu de toutes les intrigues, ce qu'on reproche et tout, c'est qu'une fois qu'ils ont commencé à se retrouver, tu vois, qu'il y a eu les Gilets jaunes et que Gérard, Camberlin, il a commencé à faire son Facebook, il y a les Christian Cotten et comment il s'appelait, Jean-Noël Mendy qui sont sortis, et surtout les Richard Boutry. Et Richard Boutry, c'est un journaliste de France 3. C'est un journalope. Et qui a bossé sur. Il s'est retrouvé à bosser sur France Soir, tu vois. Et le mec derrière, il y a Xavier Hazelberg, qui est un financier, tu vois. Et le problème, c'est qu'il dit à tout le monde qu'en fait, Gérard, arrêtez pas de lui dire que Richard Boutry a été élu par une intelligence artificielle de table 700 pour être le journaliste numéro 1 en France. Alors, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que la DGSI a mis au service, et le financier en question, le banquier en question, a mis à disposition de leur golem Boutry une intelligence artificielle. Il est allé voir Gérard Camberlin et il a dit à Gérard Camberlin, Monseigneur André est très populaire parmi les Gilets jaunes, on va organiser quelque chose autour de lui qui va s'appeler la table des 700. Monseigneur André avait dit non. Il était hors de question. L'aventure, ça a duré 3 mois. Quand le roi a vu exactement la direction que ça prenait, il a demandé à Gérard de tout arrêter. Et d'ailleurs, il avait rencontré Boutry, qui lui avait fait un très mauvais effet. D'abord, moi, je me suis toujours demandé pourquoi le roi m'avait choisi comme Premier ministre, parce que je suis musulman, je suis homosexuel, je suis franc-maçon, j'ai une vie, je ne le cache pas, jusqu'à récemment, j'étais dans un couple à 3, donc c'est fini maintenant, mais bon, j'ai eu une vie qui est un peu une vie de turpitude, hein. J'ai touché aux drogues aussi, j'ai travaillé dans le renseignement, etc. Bon, les gens, ils connaissaient mon côté dans le bouddhisme tibétain qui est très clean, et qui est très net dans les enseignements, c'est très traditionnel, très guénérien, etc., les influences spirituelles, mais il y a aussi ma vie privée. Et ma vie privée, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie privée. Il y a eu des périodes de ma vie où j'ai passé 10 ans où j'étais sans personne. Mais dans le cadre de mon travail, j'ai pratiqué la prostitution, les compromates, etc. dans le cadre de mon travail. Et donc, le bouddhisme tibétain, c'était mon côté personnel qui me permettait de respirer. Puis, il y avait mon personnage de professionnel dans le domaine du renseignement. Et donc, voilà, il y a toujours eu ces deux personnages qui ont toujours été à l'intérieur de moi. Il a fallu trouver un équilibre entre ces deux. Donc, j'étais toujours surpris que Monseigneur André m'éplume parce que je suis un contre-emploi par rapport à ce qu'attend son public de catho, tradi, cuculapraline et bigot. Et alors, en fait, quand on écoute Monseigneur André, il n'est pas du tout cuculapraline, il n'est pas du tout bigot, c'est quelqu'un qui a une très, très bonne formation intellectuelle. Bon, il a fait un CAP de cuisinier, puisqu'il voulait être cuisinier. Il a eu son propre restaurant qui a été financé par le comte de Paris, donc la famille des Orléans. Et puis, mais par contre, il a eu une éducation intellectuelle très forte et très poussée par le marquis de la Franquerie, donc le pape Jean-Paul II avait chargé d'éduquer Monseigneur André. Donc, il a eu une formation en théologie, en histoire de France, en sciences, etc., qui est très, très solide. Il passait tous ses week-ends à étudier avec le comte de Paris et le marquis de la Franquerie pendant des années. Hein, ça a duré des années. C'est pour ça qu'il s'est marié sur le tard. Parce qu'il a vraiment été préparé à sa mission. Et les gens qui font passer Monseigneur André pour un imbécile, c'est qu'ils n'ont pas l'occasion de discuter avec lui. Hein. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. En plus, c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter de physique quantique. Il a commencé à discuter avec moi et je lui ai dit, moi, je n'ai pas de formation en sciences. Je suis un historien du droit qui a fait l'académie militaire. Et moi, je ne suis pas compétent. Je suis nul en maths, je suis nul en physique. Je me connais un petit peu en chimie parce que bon, j'étais obligé pour mon travail. Mais moi, je suis une buse dans le domaine scientifique.
Et donc, des gens qui font passer Monseigneur André pour un restaurateur paumé, raté, un idiot du village, un halluciné qui a vu la Vierge, etc., c'est qu'ils ne l'ont pas rencontré. Parce que toutes les personnes qui ont rencontré Monseigneur André pour de vrai et qui ont discuté avec lui, il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Moi, ça a été mon cas. Il a fallu que j'attende de l'avoir au téléphone pour que ça se débloque. Avant, je ne croyais pas. C'est ce truc. Et Pascal, donc pour toi, c'est Richard Boutry qui est venu voir Gérard Camberlin pour lui dire viens faire la table 700. Ah oui, bah je vais amener Gérard Camberlin sur la chaîne de Lolo et vous l'entendrez de sa propre bouche. Ah bah super, parce que en fait, comment se fait-il que l'autre, là, comment il s'appelle déjà là, le Jean-Noël Mendy, là, il dit en fait, et il a, je peux te faire tourner les screens, il a parlé avec Boutry en direct, et il dit bien, comment se fait-il que tu m'as dit, j'ai été coopté par des personnes au sommet de l'État, tu peux me suivre. Ah. Tu vois, c'est ce que disait Richard Boutry à Jean-Noël Mendy. Bien sûr. Bien, on a un audio de Boutry qui est enregistré par un gilet jaune qui nous l'a refilé, d'une conversation téléphonique de Boutry avec le service de police de la préfecture avant soi-disant d'aller libérer les enfants dans le lieu où il n'y avait personne. OK ? Et comment tu expliques que le mec, on n'entend parler que de lui et que Gérard, il a rôdé avec ce Boutry-là? Ben, Gérard, il a rôdé avec ce Boutry pendant 3 mois jusqu'à ce qu'il ait compris ce que c'était. Et puis, il y a eu le piège de Rennes-le-Château qui se refermait sur Monseigneur André parce que, je le dis une fois de plus, Monseigneur André, il est diacre, il a le droit de baptiser des gens. Après, il y a une personne qui a demandé d'être adoubée. Et pour cet adoubement, Monseigneur ne disposait pas d'une épée qui soit liée à la couronne de France parce que le Mossad lui a piqué l'épée de Jeanne d'Arc qui lui avait été remise. Donc, on lui a, un de ses amis qui s'est avéré pas fiable, lui a remis une épée qui serait soi-disant une épée templière. Mais en réalité, cette épée, elle venait d'un cercle maçonnique. Et donc, ça a créé, donc cette personne qui est un ami d'enfance de Monseigneur, qui est arabe, qui est algérien d'origine, s'est ensuite écarné de lui pour entrer dans la franc-maçonnerie. Donc, tout a été fait, en réalité, quand ils ont vu que Monseigneur André était très populaire auprès des Gilets jaunes, qu'il était dans les manifestations, etc., ils ont allumé un contre-feu. Et ce contre-feu, il a été allumé par la communauté, avec un financement de la communauté, sous pilotage de la DGSI ioniste. C'est simple que ça. Mais le Abdel, là, qui fait live, c'est des lives de partout en me disant venez, on la tape 700, c'est super et tout. Et en même temps, on a vu les photos, parce que oui, t'as raison, le mec, en fait, le coup de l'épée, c'est Roger Mire, en fait. Le mec, c'est un maître d'art. Tu vois? Et il a des élèves, quoi, les championnats de France, d'épée. Mais il y a eu cette fameuse photo que il y a André, Abdel et Gérard Camberlin qui tiennent l'épée. Ouais. Ouais. Tu vois? Et l'autre qui dit le Abdel. Et Abdel, bon, tu sais très bien Abdel, quoi. Tu vois, c'est l'antivax qui vend du Viagra, quoi. Il est très spécial, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible, parce que là, d'accord, ok, toi tu connais Gérard, c'est pas Gérard, il n'y a pas de problème et tout. Mais ils sont en train de le manipuler. Bien sûr. Mais il faut bien comprendre que les personnes qui sont autour de Monseigneur André, c'est des gens simples. C'est des gens du peuple qui sont autour de lui. Il y a de mon milieu, moi, la haute bourgeoisie, je ne leur parle pas, j'ai un mépris, je leur crache à la gueule. Mais les gens de la noblesse et de la petite noblesse, il y en a très peu au bout de Monseigneur André. Moi, ça a été mon travail de ramener la noblesse catholique de terroir, parce que la noblesse qui a couché dans le lit de la Révolution, qui fait des placements financiers et qui a ses comptes à la banque Rothschild, elle ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la petite noblesse de terroir, et notamment la noblesse qui a été ruinée, qui a tenu bon, qui est restée catholique, père de famille, qui sont dans des petits boulots, mais qui restent, par exemple, notre secrétaire général à la Défense, notre ministre de la Défense, il vient d'une très vieille famille normande. De très haute noblesse, mais qui est complètement tombé dans la pauvreté. Lui, il a été placé à l'ASE, il a été violé par un pédophile pendant toute son enfance. Et quand donc il a dénoncé la personne, elle est tombée. Ils l'ont remis dans un foyer. Le mec a essayé de lui repasser dessus. Il a essayé de le tuer pour se défendre. Il a pris 6 ans de prison.
Pour moi, un mec comme ça, il aura la motivation personnelle parce qu'il a été violé, comme moi. Il vient de la noblesse qui a été déclassée, à qui on a tout volé, de la noblesse qui n'a pas collaboré, et en plus, il a pris de la zonzon. Pour moi, c'est exactement le genre de profil que je veux. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas peur, qui sont prêts à en découdre avec ces gens-là, et qui, dans le futur, seront notre farce de frappe. Moi, mon modèle, c'est le Mossad. Ce que le Mossad a fait aux nazis. Ils sont allés les chercher dans le monde entier, ils les ont ramenés, ils les ont jugés ou ils les ont butés. On fera la même chose avec les sionistes. Point. Amen. Mais le truc, là, j'ai bien compris qu'en fait, tu essayes de me dire que Gérard a créé un petit truc de tout bidon et que ça a pris de l'ampleur. Non, il n'a rien créé, Gérard. C'est Boutry qui est venu le voir et qui lui a dit on va fédérer la dissidence. J'ai un financement. Il y a des gens très haut placés qui m'appuient au niveau de l'État, qui sont très influents dans la police et dans l'armée. On va fédérer la dissidence. On va prendre la tête du mouvement des Gilets jaunes et on va faire tomber Macron. Et ils ont cru. Oui, mais lui, il a voulu faire ça, bien sûr. Le problème, c'est que Boutry et tous les autres Cotten, ils ont ramené des militaires un peu véreux. Ben, en fait, le problème, c'est que c'est Boutry qui a amené ces gens-là, tous ces militaires. Oui. Gérard, il a été contacté par Boutry. Et Boutry lui a dit, moi, je suis l'élu, etc., etc. Et donc, c'est une SIOP, hein, c'est un white hat. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'aussi qu'à la base des Gilets jaunes, c'est une opération l'opération Gilets jaunes, c'est une opération qui apparaît déjà en 2018 dans la revue The Economist des Rothschild, qui titre « Vers une nouvelle révolution française » et qui parle déjà d'un mouvement avec des gilets. Ça, vous pouvez le chercher vous-même, vous en trouverez la preuve. Donc, les Gilets jaunes, ça a été créé volontairement pour avoir un mouvement insurrectionnel en France, mettre les gens en prison qui pouvaient être des leaders et aussi faire du fichage, parce que l'objectif, moi, c'est un peu pour ça que j'ai hésité à ouvrir ma chaîne au début, je le faisais sur le mode humour, c'est parce que je me suis dit, voilà, les pauvres gens qui vont venir sur ma chaîne, eh bien, ils vont se faire profiler et ficher. Voilà. Je vais servir d'arpenage. Là, ça a pris de l'ampleur et le problème, c'est qu'ils ont créé tout un truc derrière. Bah ouais. Même au niveau Plus le pognon. Ah, Eddie, il a bugué, je crois. Il a bugué. Plus le pognon derrière. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Ed. Vous m'entendez? Ouais. Ah, ok. Parce que derrière, à la table 700, il y a de l'ésotérisme. Ils ont fait un parallèle avec Jacques de Molay. Oui, non, mais il n'y a pas de l'ésotérisme au sens traditionnel, tel que nous, on le porte dans la chevalerie. C'est du New Age, c'est du pseudo-ésotérisme créé par les services de renseignement occidentaux pour empêcher la pénétration des doctrines ésotériques orientales, islam, hindouisme et bouddhisme en Occident. Ah oui, mais ça colle super parce qu'eux, ils t'ont collé Jacques de Molay, qui avait, avant d'être brûlé, il avait maudit les rois de France. Et pas. 700. Toi, Philippe Lebel, toi, Plaque Clément, avant la fin de 7 ans, je vous convoque devant le tribunal de Dieu. Et claque, les deux sont claqués avant la fin de l'année. Et donc, c'est parfait pour prendre de l'ampleur et prendre du fric. Ben parce oui, que tu vois, le Abdel, il est toujours branché à fond là-dessus. Et ça fait une pub abominable à André. Ben c'est clair, ça a été fait pourquoi? Ça a été fait pour dézinguer André. Ben justement, il faudrait expliquer le truc. Ben c'est ce qu'on fait aujourd'hui, grâce à notre Lolo. Eh oui, eh oui. Et donc, on se retrouve avec Boutry et Xavier Azalbert, qui est un financier, hein, tu vois, et qui s'est lancé dans le business de la dissidence depuis 2019. Ben, GPTV. Voilà. Donc, ils font un peu le même truc qu'ils avaient fait au Front National de l'époque, qui était antisioniste, et qui l'ont retourné. Ah non, le Front National a toujours été pro-sioniste. Le Pen, il était antisémite, mais il a toujours été pro-sioniste. Oui, c'est vrai qu'il a toujours été réganien, c'est vrai, mais il a eu une période en 2007 où il a eu un petit réveil avec Soral, il a voulu faire l'opportunité. Oui, mais Soral, il n'a jamais été antisioniste. Soral, il est antisioniste laïque. Soral, c'est un sioniste messianique. Ouais, c'est le pote à Goldnadel, mais bah ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu prends le RPR de Chirac, qui était bien avec les Libanais, le monde musulman, dès qu'il y a eu Sarko et Nicole Gage qui est arrivé à l'Élysée, ça a changé le truc. Et là, moi, je ressens un peu le même délire que vous avez eu avec cette histoire de table 700. Mais le problème, c'est qu'il y a... ça donne trop une mauvaise pub. Bah, c'est fait exprès. C'est ça une psyop. C'est une psyop. Ils sont quand même arrivés à faire croire que Donald Trump, qui était un intime d'Epstein et qui est impliqué dans tous les crimes d'Epstein, et qui est un des plus gros caïmans du Marais sous contrôle israélien,
aller libérer les États-Unis, c'est son Jean de Kouchner, qui est ministre des Affaires étrangères à Paris. C'est invraisemblable quand tu entends dans les gens de QAnon qui disent Donald Trump, il va nettoyer le Marais, pour pouvoir le nettoyer, il est obligé de faire tomber les Iraniens parce qu'il y a des tunnels sous Téhéran, il y a toutes les archives d'Epstein. C'est-à-dire que quand on a un public de début, c'est pas de la faute des gens, ils n'ont pas de formation intellectuelle, ils n'ont pas fait d'études, c'est des gens. J'aime pas me moquer de ces gens-là en disant que c'est des débiles, mais t'imagines, c'est comme les gens qui pendant la période Covid se baignaient dans la mer avec un masque. T'imagines dans quel état psychologique on arrive à mettre les gens pour qu'ils fassent des choses aussi absurdes? C'est clair, c'est comme tu vois le fameux Morad El Attab, le gros. Ouais, qui se dit ancien grand maître d'une loge et qui va déjeuner avec les Rothschild. C'est ce qu'il dit. Il a menacé les donateurs d'un influenceur sur les réseaux en disant on a la liste des gens qui lui donnent de l'argent, vu que c'est des Maghrébins, on va les retrouver au bled, que ce soit au Maroc ou en Algérie. Le fameux Morad El Attab. Mais de toute façon, à partir du moment où c'est, pour moi, hein, c'est mon critère, à partir du moment où c'est islamophobe et c'est homophobe, on n'est plus dans la coutume de France. Parce que la coutume de France, c'est 1000 ans d'accord avec l'Empire musulman, avec le califat puissant, avec la Turquie. La France était l'allié des musulmans contre les autres Européens. C'est pour ça qu'on n'est pas intervenu quand les Turcs ont pris Vienne, les Français ne sont pas intervenus. Donc, c'était nos meilleurs amis. Et d'autre part, pratiquement à la fin du 19e siècle, on avait un mariage entre hommes et entre femmes dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe qui s'appelait l'Adelphopoiesis. Donc, à partir du moment où il y a des gens qui sont homophobes et qui sont islamophobes, on a une signature talmudiste. Donc, c'est de l'opposition sous contrôle de la communauté dont on n'a pas le droit de dire. Mais là, on l'a tenu, le Boutry. Vu que lui, via le témoignage de l'autre Jean-Noël Mendy, il dit bien que Mendy l'a suivi parce qu'il disait « J'étais coopté par des personnes au sommet de l'État ». Oui. Pourquoi je me suis attaqué à Juivin Brunetti, pour ne pas dire son nom, le colonel qui gratte le nez tout le temps comme ça. Visiblement, c'est une habitude chez eux. Hein. Voilà, pour en avoir pris, je sais comment ça se passe. Hein, quand les gens commencent à faire comme ça, puis à se gratter le nez, même en public, voilà, c'est qu'il y en a eu hein, dans le nez. Je sais, j'y suis passé. Hein, voilà. J'ai été intoxiqué à la cocaïne et pendant des mois. Et quand j'ai découvert au gré d'une... Je vais vous expliquer, je suis allé à l'hôpital, on m'a fait une analyse, on m'a dit, vous prenez 4 grammes de cocaïne par jour. Je dis, j'ai jamais pris de drogue de toute ma vie, j'ai même fumé un pétard. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, après, j'ai fait une thérapie réversive. Donc, j'avais plusieurs choix de thérapie. Dans la thérapie que j'ai choisie, c'est une thérapie réversive chez les indigènes. Donc, j'ai pris moi-même la quantité qu'on me donnait et je l'ai diminuée moi-même pendant 6 mois jusqu'à arriver à 0 à la force de ma volonté. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que tu ne peux pas arrêter d'un jour au lendemain. Quand tu as été intoxiqué pendant des mois à la cocaïne, avec les quantités de cocaïne qu'on a mis dans mon café le matin et dans ma nourriture, tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain. Et donc, il y a… Pascal, excuse-moi de t'avoir coupé. Je t'en prie. Le Christian Cotten, là, c'est ton pote. Ouais, c'est mon pote. Il crache à la gueule. Ouais, mais c'est… C'est un scientologue. Non, il ne crache pas à la gueule, mais on s'aime bien avec Christian. On a travaillé ensemble sur les parties civiles. D'ailleurs, si vous voulez être partie civile, ça coûte 50 €. Si vous voulez être partie civile contre Jean-Michel Trogneux pour faux usage de faux, usurpation d'identité, faux en écriture publique, falsification d'écriture publique, le procès aura lieu à la fin de l'année, en décembre 2026. Donc, vous pouvez toujours vous porter partie civile contre Jean-Michel Trogneux et la soi-disant Brigitte M. Et donc, moi, je m'entends bien. Sauf que quand j'ai proposé à Christian de faire un live avec moi, je lui dis, voilà, en 1 mois, j'ai 3,5 millions de vues sur TikTok. Donc, j'ai un petit cadeau qui m'a été fait par le renseignement allemand qui m'avait renseigné sur la mort de Netanyahou. Et donc, si tu veux, tu viens, on fait un live ensemble. Il m'a dit oui, on a préparé le live. Et ensuite, des personnes dans son entourage ont dit tout sauf Tréfingui. Pourquoi? D'après toi, je ne suis pas homophobe, je ne suis pas islamophobe comme eux. Voilà. Et d'autre part, moi, je ne suis pas un maçonnophobe. Regarde Jean-Marc Deparnay qui est obsédé par les homosexuels, obsédé par la franc-maçonnerie et obsédé par l'islam. Toutes les méchancetés qu'ils peuvent dire sur les musulmans, c'est mes frères. Un père de famille musulman qui respecte la charia ou un père de famille juif qui respecte la Torah, c'est des gens admirables, qui sont d'une très grande moralité, que moi, je n'ai pas. Et en tout cas, dans leur vie sexuelle, dans leur vie de tous les jours. Moi, j'ai eu une toute autre vie. Je l'ai fait parce que j'avais une mission à mener.